va faire un focus sur les dernières épreuves orales qui vous attendront si vous êtes admissible à l'ESSEC. Ce sont les épreuves de LVA et LVB. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Rosemary Sens, bonjour. Bonjour. Coordinatrice du département anglais. Et puis nous sommes avec deux étudiantes. D'abord vous, Jeanne de Christine, bonjour. Bonjour. Et puis nous sommes également avec Colomba. Bonjour Colomba, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Rosemary Sens, d'abord en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer comment vont se dérouler ces deux épreuves de LVA et LVB ? Voilà, les deux épreuves ont le même format, mais avec des petites différences entre LVA et LVB. Donc, le candidat gère un texte, il reçoit un texte à la sortie de la salle d'examen. Il est emmené en salle de préparation ou sous surveillance pendant 30 minutes en LVA et 20 minutes en LVB. Il prépare une synthèse, un résumé de l'article, et il doit commencer à aborder quelques sujets qu'il va développer pendant l'entretien. L'entretien, donc dans un premier temps, le candidat est au centre, il restitue son texte, il donne son commentaire, et ensuite les jurys vont poser des questions sur l'article, sur les commentaires du candidat. On va lui demander de développer un petit peu ses propos. Et à la dernière partie de l'entretien, les jurys utilisent une banque de questions qui est préétablie. Il y a un certain nombre de questions pour chaque demi-journée du concours. Et les jurys choisissent 2 ou 3 questions au hasard qui n'ont pas de lien avec l'article que le candidat vient de traiter. Combien de temps durent ces épreuves de LVA et de LVB ? Alors, LVA, c'est 30 minutes, donc 30 minutes de préparation et environ 30 minutes d'entretien. Et LV2, c'est 20 minutes. D'accord, donc même temps finalement de passage que d'entretien. Approximativement. En quelle langue sont les textes qui sont proposés ? Est-ce que c'est toujours dans la langue dont on va parler par la suite ? Non, là, c'est une des spécificités de l'ESSEC. Je pense que les candidats doivent savoir que notre LVA, l'article est en français, quelle que soit la langue de passage. La difficulté étant bien sûr pas de comprendre l'article en l'occurrence, mais de pouvoir tout mettre dans la langue cible. Donc là, le candidat doit montrer qu'il peut maîtriser les structures grammaticales, le vocabulaire, aussi bien qu'apporter aussi quelques connaissances et pouvoir développer le sujet. Et le texte en LVB est toujours dans la langue cible. Donc d'une source authentique. Et c'est toujours la presse généraliste et il n'y a jamais d'article spécialisé dans un domaine technique ou même politique ou économique. C'est la presse généraliste. Ça va être des articles qui sont en lien avec l'actualité récente. Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir suivi l'actualité de manière assez récente ? C'est mieux d'avoir suivi, tout à fait. On commence à chercher des textes à partir de septembre de l'année précédente, le concours. Donc, les textes que les candidats vont trouver vont dater de septembre 2022 jusqu'à mai 2023. Donc il faut avoir suivi de manière régulière. Là, ça serait un mauvais conseil que de dire qu'il faut regarder tous les journaux depuis septembre et rattraper le retard, mais il faut avoir vu des choses pour savoir à quoi ça reste dans les débats qu'il peut y avoir. C'est des choses internationales partout dans le monde ? Ce serait plutôt en lien avec le pays ou les pays en question. Donc il faut être au courant des grands événements. Bien sûr. Là, je peux parler le concours écrit qui vient d'avoir lieu ou les textes de la monarchie. C'est abordé dans les entretiens avec quelques idées là-dessus. Oui. Quel est le niveau qui est attendu de la part des candidates, des candidats pour réussir ces épreuves ? Est-ce qu'il faut un très très bon niveau ? Est-ce que, notamment LVB, on peut avoir un vocabulaire limité, faire des fautes ? Comment c'est évalué un petit peu ? Il n'y a pas un niveau de base, il n'y a pas non plus un niveau qui est vraiment ciblé. C'est un concours, donc il y a un classement. L'année dernière, en LVA anglais, 8 candidats ont été parmi les moins bien placés. Donc, il n'y a pas forcément un lien direct entre la note obtenue et le niveau dans l'absolu.
Ça peut être sanctionné au moment de la LVB si jamais on fait trop de paraphrases, si on reprend un peu des phrases comme c'est en langue authentique. Est-ce qu'on s'est à faire copier de certaines phrases, c'est quelque chose qui va être assez vite sanctionné? Oui, il ne faut pas oublier que le jury a lu les articles. Vous avez en effet trop emprunté du texte source, mais les candidats qui trouvent des stratégies de contournement, même s'ils n'ont pas le vocabulaire, est-ce que vous pourriez me donner ce mot dans la langue cible? Il peut arriver aussi, il faut que le candidat soit attentif aux questions, parce que parfois, les jurys, en posant la question, va donner une phrase, un mot, un élément clé qui va l'aider ensuite avec ses propres discours. Un mot sur quelque chose aussi qu'on peut avoir envie de faire, c'est de lire son texte, parce que parfois on est plus à l'aise, notamment en LVB, sur l'écriture, on a le temps de réfléchir à la structure. S'il s'agit d'être un peu plus dans l'improvisation, ça peut poser des difficultés. Si c'est trop lu, est-ce que le jury peut nous sanctionner? Est-ce qu'il peut retirer les feuilles? Est-ce qu'il peut nous faire une remarque? Comment jauger un peu la manière d'utiliser la lecture pendant son passage? C'est déconseillé d'écrire un script et de le lire. Dans l'idéal, le candidat préparera des notes et qu'il pourrait élaborer de façon plus ou moins spontanée pendant l'entretien. Bien sûr, si le candidat lit un script, ça bloque un petit peu la communication directe. Le candidat pourrait perdre des points pour la spontanéité, pour les compétences en communication en général. Si ça rassure le candidat de rédiger une introduction ou une petite phrase d'accroche, par exemple, qui pourrait être bien tournée, ça pourrait être bien, mais il est vraiment déconseillé d'avoir un script de A à Z. Jeanne, vous par exemple, quelles sont les différentes épreuves de langue que vous aviez faites en LVA et LVB? Alors, moi en LVA, j'ai passé anglais et en LVB, espagnol. D'accord. Et vous, Colomba, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait pareil, anglais et espagnol. Jeanne, comment on se prépare pour cette épreuve? On est à quelques semaines et des résultats d'admissibilité et ensuite des épreuves orales. Comment on gère ces derniers moments qu'il y a pour se préparer? Alors déjà, je dirais qu'il ne faut surtout pas attendre d'avoir les résultats d'admissibilité pour commencer à se projeter dans la préparation des épreuves orales. Par exemple, pour l'épreuve de l'ESSEC et la LVA, en général, pendant les 2 années en prépa, on fait plutôt des textes dans la langue authentique qu'on va passer. Et c'est quand même pas mal si on a le temps de se préparer avec plusieurs textes format ESSEC en français pour la LVA, puisque c'est une manière de réfléchir qui est différente et on se rend compte qu'on a de nouvelles difficultés pour s'exprimer si on ne s'est pas entraîné auparavant. Ça va être quoi les difficultés qu'on peut rencontrer dans cette épreuve? Comment ça s'était passé pour vous, par exemple? Je dirais qu'en général, par exemple, quand on lit un texte en anglais, on peut s'inspirer des tournures grammaticales ou de certains mots de vocabulaire qu'on ne connaissait pas auparavant, mais qu'on reprend du texte, alors que quand le texte est directement en français, soit on a le mot, soit il va falloir trouver une autre manière de le dire. Et si on n'a pas été confronté à ce genre de difficultés auparavant, c'est un peu déstabilisant la première fois. Et pour la LVB, comment ça s'était passé pour vous, Colomba, sur cette épreuve LVB? Est-ce que vous étiez très à l'aise en espagnol? Je ne sais pas comment on dit à l'aise en espagnol. Ou est-ce que c'était plutôt compliqué? C'était plus compliqué que l'anglais, bien sûr, donc j'étais un peu moins à l'aise. Pour me préparer, j'avais écouté beaucoup de podcasts. En fait, c'était des moments où, au moment des admissibilités, je trouve que c'est compliqué de travailler, on a du mal à s'y remettre. Donc, c'était une façon un peu différente de travailler que ce que j'avais fait pendant l'année. J'étais plus sur de l'écoute que sur du travail où vraiment je faisais quelque chose. Je trouvais ça plus facile. Donc, oui, je conseillerais d'écouter plusieurs des podcasts ou des films, des séries. C'est une autre façon de travailler, mais ça peut être assez utile aussi puisque ça aide pour le vocabulaire. Et sinon, les difficultés que j'ai rencontrées, c'est d'essayer toujours de ne pas chercher ces mots. En fait, quand on est en face de quelqu'un et que ce n'est pas notre langue maternelle, on n'a pas trop l'habitude de la parler, faut réussir à quand même avoir un discours assez fluide. Et donc, même si on n'a pas les mots qui sont précis, il faut trouver d'autres manières de dire les choses pour que le discours soit fluide. Si nos parents nous surprennent devant Netflix dans les prochaines semaines pour les candidats, on peut justifier en disant qu'on est en train de préparer les oraux de langue. Ça marche bien, ça, de se mettre un peu dans un bain linguistique. C'est une bonne méthode. Je pense que c'est une façon très intelligente de se préparer pour un oral. Bien sûr, on n'est plus dans l'écrit. C'est sûr que lire des articles de presse, c'est une bonne idée, mais
c'est une épreuve orale, donc il faut essayer de développer et de stimuler les réflexes, écoute, réponse. Donc je pense que c'est un très bon conseil d'utiliser les séries, les podcasts, tout ce qui existe pour écouter la radio même. On a des moments, quand on est dans le train, en voiture, on peut facilement trouver des choses à écouter dans plusieurs langues. Donc voilà, un très bon conseil. Qu'est-ce qui va être le plus valorisé dans le cadre d'un oral comme ça de langue? Est-ce que c'est mieux de laisser des hésitations, de traîner et de réussir à trouver des mots de vocabulaire qui sont des mots assez précis parce qu'on arrive à les remobiliser après du temps? Ou est-ce que c'est mieux peut-être d'aller vers des tournures de phrases simples, un vocabulaire simple mais sans hésitation, pienso, ok, etc. Qu'est-ce qui serait le mieux? Là, c'est un dilemme, je sens. Oui, c'est un peu compliqué parce qu'on ne va pas conseiller évidemment de meubler son discours avec des E et des en cherchant. On a un des critères, c'est la fluidité, le débit, l'aisance de parole. Et si ça aide le candidat de simplifier un petit peu pour garder cette fluidité, ça peut peut-être être un peu mieux noté, mais le côté sophistication de la langue, l'usage de structures plus complexes ou du vocabulaire un petit peu plus sophistiqué qui demande un peu plus de réflexion, ça on gagne aussi des points. Donc je dirais un peu des deux. Quels autres critères vous allez avoir dans les évaluations que vous allez faire? Vous parlez de la fluidité, vous parlez du vocabulaire. Qu'est-ce que vous regardez également? Oui, les critères sont d'abord des critères linguistiques. Il ne faut pas oublier que c'est une épreuve de langue. Bien sûr, le contenu est important et le style de présentation, la capacité à communiquer, mais les critères sont linguistiques, grammaire, vocabulaire, prononciation, fluidité, débit, l'intonation et bien sûr la structuration du contenu, la capacité à enchaîner les idées et à construire une argumentation cohérente. C'est grave de redemander à notre examinatrice ou examinateur de répéter la question si on l'a vraiment pas comprise. Est-ce que ça peut pénaliser ou est-ce que ça montre au contraire qu'on a en face de nous quelqu'un qui ose dire quand il a des difficultés? Il y a en effet une note liée à la compréhension, donc je dirais ne pas abuser de cette stratégie. C'est vrai que ça peut aussi vous donner du temps à réfléchir, demander à répéter ou à reformuler la question. Ça vous donne un peu plus de temps pour formuler une réponse, mais je dirais surtout pas le faire systématiquement. Mais si la question est complexe ou demande réflexion, on peut toujours demander est-ce que je pourrais avoir 30 secondes pour réfléchir ou est-ce que vous pourriez répéter afin que je vérifie que j'ai bien compris, ou une autre stratégie est que le candidat reformule la question pour valider. Donc, si j'ai bien compris, vous me demandez, et voilà. Et donc, s'il n'a pas compris, le jury va le remettre sur le bon chemin. Colomba, vous vous rappelez un peu des thématiques qui étaient abordées dans les articles que vous avez? Est-ce que c'était plutôt politique? Est-ce que c'était sociétal? De quoi ça parlait, les différents articles que vous aviez? En anglais, c'était plutôt politique et sociétal. C'était, il me semble, la cancel culture, un peu le wokisme, ce qui s'était passé dans des universités, des élèves qui manifestaient ce genre de sujet. D'accord. Et en espagnol, c'était plus technique, c'était pas vraiment sociétal, c'était sur le tourisme. Donc c'était sur une avance de tourisme, c'était plus concret. C'est intéressant, Rosemary, parce que c'est des sujets, par exemple, sur un sujet comme ça, sur la culture woke, sur des choses qui peuvent arriver, qui sont des sujets politiques, qui peuvent amener à des partis pris. Est-ce que vous attendez de la part des candidats qu'ils fassent des partis pris, notamment dans la deuxième partie, on est dans une partie plus où on va discuter autour du sujet. Est-ce que vous pouvez demander à un candidat, et vous, qu'est-ce que vous pensez de la culture woke? Est-ce que vous pensez qu'il faut exclure des enseignants qui peuvent avoir eu des propos? C'est des questions que vous pouvez poser. Et si oui, est-ce que la réponse, ce qui intéresse, c'est la structure grammatique, ou est-ce que la manière de penser et les affirmations qui sont faites peuvent être aussi analysées? On ne juge jamais l'opinion du candidat si on lui demande de prendre position. Souvent, le jeu de l'entretien veut que, quelle que soit la position ou le parti pris, le jury va prendre la position inverse pour stimuler le débat. Bien sûr, dans un premier temps, le candidat rend compte un peu de l'opinion de l'auteur de l'article et il peut déjà commencer à exprimer son accord ou son désaccord s'il le souhaite pendant son commentaire. Dans un sujet comme ça, je pense qu'il serait tout à fait normal que le jury
à un moment donné, disent et vous, quelle est votre opinion? Mais si le jury se place dans l'opinion inverse, ça n'est pas qu'on s'est trompé. Il faut pas dire non, mais si vous avez peut-être raison, allez, je change d'avis. C'est juste pour susciter. C'est intéressant parce qu'on peut se dire voilà que si on se retrouve avec un membre du jury qui dit bon mais vous feriez ça, moi je pense pas du tout. On peut vouloir changer. Il faut pas avoir peur de donner son avis et on ne sera pas jugé à moins que vous exprimez quelque chose de complètement aberrant et inacceptable, bien sûr. Mais je pense que la plupart des candidats auront un avis assez clair et raisonnable. N'oubliez pas qu'en LVA, il y a 2 jurys, 2 membres du jury, donc ils peuvent aussi un peu jouer le jeu de je suis d'accord, je suis pas d'accord. En face à face avec le jury en LVB, on ne cherche jamais à déstabiliser le candidat, le mettre en difficulté avec une question. Et bien sûr, si le candidat n'est pas à l'aise avec une question, il a le droit de dire qu'il préfère ne pas se prononcer ou ne pas donner son avis. On est tout à fait prêt à entendre ça. Bien sûr, on essaiera de trouver un autre sujet. Là, c'est peut-être plutôt dans la 3e phase où on pose des questions un peu plus aléatoires. Oui, justement, sur ces questions aléatoires, j'allais y venir, mais de quoi elles parlent, en fait, ces questions? C'est vraiment, il y a de tout ou est-ce qu'il y a des thématiques qui sont un peu proposées? Il y a un peu de tout. Ça peut être des questions d'éthique, ça peut être une question un peu sociétale, culturelle, ça peut porter aussi sur l'actualité. Mais ce n'est pas un test de connaissance. Et là, on va plutôt demander au candidat de donner un avis. Jeanne, vous vous rappelez un peu des questions que vous avez eues dans cette partie-là, sur quoi ça pouvait porter dans cette 3e partie plus libre et moins en lien avec le texte? Nous, je me souviens qu'on avait parlé littérature, on avait abordé certains auteurs français. Je pense que, encore une fois, l'objectif, c'est simplement de faire parler le candidat le plus possible et de le laisser s'exprimer. Donc moi, j'avais continué dans cette voie-là parce que c'était un sujet qui m'intéressait et dans lequel j'avais l'impression que j'arrivais à m'exprimer. Mais ça peut être des questions très variées, donc c'est pas la partie la plus simple à préparer. Ça, comment on s'y prépare? C'est finalement un peu de culture générale, donc c'est des choses qui se travaillent au fur et à mesure et peut-être pas forcément à la dernière minute, quoi. Oui. C'est vrai qu'on ne peut pas vraiment se préparer pour tout parce que on peut avoir n'importe quelle question. Il faut être curieux, il faut être ouvert. Il faut toujours essayer d'élaborer une réponse, même si la question paraît un petit peu bizarre. Faire confiance au jury aussi qui va aider le candidat à s'exprimer. Si le candidat a du mal à démarrer en LVA, souvent le jury qui n'a pas posé la question va peut-être donner un début de réponse. Ça permettrait au candidat de se positionner par rapport à cela. Pour certains candidats, c'est un moment où on sent que, je me suis débarrassée de ce texte. Là, je peux me détendre et être moi-même. Et il y a beaucoup de candidats qui gagnent des points à cette partie de l'entretien. Et d'autres, on sent que, j'ai plus mon texte, je sais plus ce qui va m'arriver et ça me déstabilise. Donc, c'est vrai, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Les candidats se connaissent, ils connaissent un petit peu leur façon de gérer peut-être ce genre de stress. Donc, ils peuvent peut-être essayer de s'entraîner entre eux, jouer ce jeu-là, poser des questions un petit peu sur les questions philosophiques, sociétales, et voir comment ils pourraient gérer ça. Donc c'est le bon conseil à... Oui, je pense que en effet, c'est difficile de se préparer parce qu'il n'y a pas de thématique fixe. Les questions... si on sent du côté jury, si on sent que la question ne va pas emmener le candidat à s'exprimer ou plutôt le mettre mal à l'aise, on va le mettre de côté et choisir un autre. Parfois, on pose une seule question parce que ça devient un vrai dialogue et on finit par parler de beaucoup de choses à partir de cette même question source. Avec d'autres candidats, il va y avoir 2, 3 questions. C'est très variable. Il n'y a pas de modèle fixe. Parce qu'il faut savoir aussi que le jury n'a jamais de questions prévues à l'avance déjà par rapport à l'article. Ils écoutent le candidat et ils posent les questions en fonction de ce que le candidat a exprimé. Pour la 3e partie, et on fait connaissance un petit peu avec le candidat, on va peut-être poser une première question qui ne le mettrait pas
ont trop de difficultés, si on sent qu'il y avait une réticence, on va éviter un autre sujet parce qu'on sent que voilà, le candidat va pas pouvoir donner le meilleur de lui-même en réponse à ce genre de questions. Comment gère-t-on son temps de préparation? Vous le disiez, on a entre une demi-heure et 20 minutes en fonction de l'épreuve. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire l'article, vous le disiez, peut-être pas rédiger un script de A à Z. Qu'est-ce qu'il faut bien se mettre sur son brouillon pour être opérationnel selon vous? Je ne sais pas si c'est pas plutôt une question pour les étudiantes. Je pense que oui, bien sûr, il faut lire l'article, il faut en extraire les points clés. Regardez aussi la source de l'article parce que ça peut être pertinent de faire une remarque là-dessus. Si c'est une situation qui a eu lieu, par exemple, en Irlande du Nord et le journal est américain, ça peut être un point de vue qui va être un petit peu différent de la presse britannique. La proximité aussi de l'événement, si c'est un article plus qui résume une situation qui dure depuis un certain temps, ou si c'est quelque chose qui vient juste de se passer et c'est une réaction à chaud, le lendemain de l'événement, par exemple. Moi, je pense par exemple à ce qui s'est passé au Capitole. Voilà. Donc, le genre d'article qu'on a pu lire 2-3 jours après, c'était pas les mêmes. Ceux qui dataient de 2-3 mois après l'événement, où on avait plus de recul. Donc ça, c'est un sujet qu'on aurait pu aborder l'année dernière. Ça, Colomba, j'imagine que pendant cette phase de préparation, on essaie d'aller le plus rapidement possible. On a tout. Le but, c'est d'être le mieux armé pour l'entretien. Oui, moi, ma méthode, c'était de souligner des mots-clés dans le texte que j'aimais bien. Après, j'essayais de pas vraiment écrire des phrases. J'écrivais souvent ma première phrase pour le résumé et après ma première phrase pour lancer le commentaire. Et le reste, c'était surtout des mots, des petites notes, mais j'essayais de pas écrire grand-chose pour essayer d'être le plus authentique à l'oral possible. Mais je faisais une structure, en fait. Je notais mes grandes parties et 2-3 mots à l'intérieur. Et puis après, j'essayais vraiment surtout de bien écrire mes 2 premières phrases et ma conclusion. C'était les seules choses que je rédigeais. Donc ça fonctionne plutôt bien. Rosemary Sanz, à quelques semaines de ces oraux, quels conseils peut-on donner à celles et ceux qui nous regardent? Parfois, il y a un boulevard, puisqu'on le sait, l'enseignement secondaire est parfois compliqué sur l'anglais. On a parfois peur aussi de prendre la parole, enfin sur l'anglais, sur toutes les langues, on a parfois aussi peur de prendre la parole. Comment ne pas trébucher pour cet oral? Quel serait le meilleur conseil à avoir? S'entraîner au maximum. Il faut, je pense qu'en effet, utiliser les sources orales, essayer de s'entraîner peut-être avec des amis qui vont passer aussi les oraux, connaître aussi dans des domaines, peut-être par exemple l'environnement, la politique, le monde de l'entreprise, avoir des listes de mots et d'expressions qui pourraient être utiles pour ces sujets-là. Je pense que les candidats ont souvent des fiches les fameux workbooks. Voilà. Mais aussi s'entraîner surtout à l'oral, à être, comme disait Colomba, être authentique. Il ne s'agit pas de faire des exploits de virtuosité lexicale, mais plutôt de parler d'une manière naturelle, le plus naturelle possible. Donc plutôt développer les tournures de phrases qui vont sonner juste, au lieu d'essayer de placer à tout prix des clichés, des expressions toutes faites. Ce qui ne donne pas une impression de maîtrise de la langue. Je pense que ça, c'est une erreur que les candidats font. Enfin, on comprend bien qu'ils ont appris beaucoup de vocabulaire, qu'ils veulent à tout prix nous montrer que, voilà, j'ai appris 300 expressions par cœur et je vais les placer. Les fameuses expressions idiomatiques. Voilà, idiomatiques. c'est ça. Mais bon, placer quelques-unes, c'est très bien, mais on ne parle pas comme ça. Et il faut essayer d'être le plus naturel possible. Eh bien voilà, if I were in your shoes et autres expressions, on peut les mettre de côté, une ou deux, mais peut-être pas. In a nutshell, c'est tout à fait ça. Voilà. Merci beaucoup à toutes les trois d'être venues sur le plateau pour nous parler de ces épreuves de langue.